Bonjour, Dan. Euh, Bonjour Carl. Bonjour. En tout cas, merci d'avoir répondu présent, d'avoir accepté l'invitation au podcast G-Talk. C'est notre troisième épisode de podcast. Donc, merci en tout cas d'être présent. Merci de m'avoir invité. En C'est tout un cas, honneur. c'est avec un grand plaisir. Du coup, au cours de ce podcast-là, on va essayer de parler de ton parcours assez impressionnant, en tout cas, de tes différents projets, dans le projet Kuiga, les leçons que tu as pu tirer de ce projet, l'impact que ça a eu auprès de la diaspora, auprès des Burundais, en quoi cette mentalité de builder peut être inculquée aussi à d'autres builders, d'autres personnes qui n'osent pas construire également, tantôt au Burundi, mais également dans la diaspora. Mais bien avant de commencer à parler de tous ces projets, on aimerait d'abord comprendre qui est Dan Freeman. Et c'est ça. Dan Freeman, qui est-il? Bon, donc je m'appelle Dan Freeman. Maholo pour les Burundais qui nous écoutent. Là, j'ai 30 ans. Je suis informaticien de formation. J'ai fini mes études en 2021, 2021, parce qu'il y avait le Covid entre deux. Et j'ai fait, je pense, 80% de ma scolarité à Rennes. C'est une ville de l'ouest de la France, en Bretagne. Et sinon, j'ai un peu bougé aussi. J'ai fait une année en Allemagne, à Ok, Berlin, pour mes études. Et puis, quoi d'autre? Non, mais en termes de départ, j'ai fait aussi une année à Lyon. Par contre, à Lyon, là, c'était une aventure. J'y étais allé pour chercher du boulot juste après mes études, pour voir ce que ça fait d'être dans une autre ville, pour essayer de ok, bouger. oui. Mais bon, ça s'est passé. Je suis revenu juste après à Rennes. Ouais. Quoi, ben, je sais pas quoi dire de plus. Là, tu travailles en tant que là, j'ai vu par exemple sur Oui, ton LinkedIn que tu as fait quand même pas mal d'expérience en tant que ingénieur back-end et après maintenant tu es DevOps, c'est ça? exact, ouais. En fait, pour parler un peu de ma carrière, moi, j'ai commencé, j'ai fait 4 mois rapidement dans une ESN qui s'appelle Soprasteria, où je faisais comment on appelle, de la MCO. Ben, j'étais ingénieur de maintenance, quoi. D'accord, Beaucoup de SQL, mais après, du coup, je suis passé en recherche. En fait, moi, j'ai fait beaucoup de recherches dans ma scolarité. d'accord, Moi, mon stage était en recherche sur de la cinématographie virtuelle. Et puis après, je suis passé donc en recherche encore du coup après Soprasteria. Je suis ok, passé en recherche chez Orange. En fait, d'accord, c'était dans le cadre d'une thèse de chiffres. En gros, ben, tu es un employé de chez Orange, mais en même temps, tu as 20% où tu es dans une université où tu prépares un doctorat, quoi. d'accord, ok, Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. C'était sur de la euh, Internet des objets, ok, des IoT. IoT. Ouais, exact. Ouais, je vois. Sur un concept qui s'appelle les jumeaux numériques. Mais bon, ça s'est pas fait, ça s'est pas fini, parce que c'était vraiment pas ma voie. Maintenant, je peux le dire, parce qu'avec beaucoup de recul, je vois que c'était vraiment pas ma voie, c'était pas mon sujet. Par contre, c'est là où le déclic avec Twiga s'est fait. Parce que quand même, en étant en contact avec le monde académique, les professeurs, etc., c'est comme ça que ça s'est construit. Beaucoup de choses, euh, beaucoup de connaissances sont concentrées dans le monde académique, bah, en tout cas quand j'étais en France, et que les gens du monde académique sont des gens qui partagent beaucoup, qui aiment partager. Et Ok, c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier, on va dire, mon premier partenaire qui a accepté justement de venir au Burundi, donner des cours. Mais vraiment, au début, il n'y avait pas de cadre. On va au Burundi, on va donner des cours. d'accord. Donc c'était ça l'objectif. C'était l'objectif. L'objectif, en gros, c'est aller donner des cours. Mais après, C'est vous ça. savez pas exactement dans quel type de cours vous allez donner, c'est ça? Ça quand même, enfin, c'est vrai que là, j'enlève beaucoup de contexte. Quand même, moi, j'ai toujours fait mes études dans le cloud, enfin, dans l'informatique, mais dans le cloud computing. Donc, tout ce qui est réseau, tout ce qui est stockage, comment dire, déploiement, enfin, DevOps, on va dire, ça, c'est DevOps, le, oui. c'est le terme qui englobe un peu tout. Oui. Et bah, ça fait que quand même, les gens que je rencontrais étaient dans ce milieu-là. Ok, Et quand on se disait qu'on allait faire des cours, on savait quand même que ça aurait été dans ce domaine-là. Donc, sur le cloud,
sur du DevOps. OK. Du coup, pour comprendre un peu le projet, Quiga, Oui, si tu devais expliquer ce projet à une personne qui connaît pas ce projet, on sait que Quiga en Kirundi, ça veut dire étudier. oui, exact. Mais le projet Quiga, c'est quoi le déclic en fait qui a déjà actionné? En gros, te dit, je vais me mettre sur ce projet-là. C'est quoi l'élément déclencheur exactement? Donc, si tu devais le définir, Quiga, c'est quoi? Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, peut-être qu'on va au long du podcast, je pense qu'on va reparler un peu de ma carrière, tout ça. Ok, D'ailleurs, pour répondre à ta question, je vais devoir revenir en arrière sur ma carrière parce que c'est de là où l'idée d'accord. originelle est venue. Donc, en Oui, gros, moi, quand je finissais ma licence à Rennes, pour le master, moi, j'avais postulé à une bourse qui s'appelle, d'un établissement qui s'appelle l'IIT Digital. ok, En gros, c'est un groupement d'universités qui donne la possibilité donc de faire à des étudiants européens de faire une année dans une université européenne et l'autre année dans une autre et avoir vraiment le double diplôme. Et avec ok, ça, 20% est donné à l'entrepreneuriat. Donc vraiment, 20% des cours, c'était entrepreneuriat, comment on fait des levées de fonds, comment on fait des pitchs, comment on crée des business, enfin, voilà. ouais, Et donc quand je finissais ma licence, je voulais intégrer ce programme-là. Et pour cela, il fallait faire un dossier de candidature. Et dans le dossier de ok, candidature, il demandait une lettre de motivation, donc une partie classique où tu dis ce que tu y as fait, ce que tu veux faire, ce que tu peux faire. Et une deuxième partie qui parlait d'une idée que tu voudrais explorer ou, enfin, d'une idée une idée entrepreneuriale, c'est ça? entrepreneuriale. Merci, exact. Ok, ok, je vois. Et moi, quand je complétais mon dossier de candidature, ça me venait presque instinctivement. J'étais, ah ben, moi, ce qui m'intéresserait le plus, c'est de faire de la recherche, mais au Burundi, de la recherche pour le Burundi, au Burundi, ou la sous-région. Il y a vraiment beaucoup de choses à explorer là-bas. Je me disais, mais c'est vraiment quelque chose où je sens que je pourrais mettre ma vie littéralement dedans. Donc, j'ai drafté l'idée, du coup, je dis, la première idée, mon idée entrepreneuriale, ça serait créer de la recherche là-bas. Moi, je disais un centre de recherche, mais dans l'idée, c'est vraiment créer un réseau, mais où l'Afrique aussi est un nœud qui compte quoi, dans la recherche. Donc c'est ça l'idée originale. Moi, je voulais ramener de la recherche au Burundi, ramener de la connaissance au Burundi, que ça se fasse là-bas au lieu de d'avoir des chercheurs qui aillent ailleurs pour apprendre des choses, des fois revenir, des fois pas. Mon idée, c'était que ça se passe sur place, que les gens aient Ok, accès sur place. Donc ça, c'était en 2018, je pense. Donc, fast forward à 2023, du coup. ok, J'étais donc un doctorant et que je rencontre, il s'appelle le professeur Daniel Agimon, qui me dit, ah ben moi, je travaille avec des pays africains. oui, Et des fois, je rencontre des gens et on continue en doctorat. Je prends des gens de l'Afrique, on continue un doctorat, mais en tout cas, on garde une relation qui marche. Lui, en l'occurrence, il parlait du Cameroun, entre le Cameroun et la France, et ça marche. Et ça fait 10 ans que je le fais. Moi, j'ai une idée, enfin, j'ai une envie de faire plus ou moins la même chose, mais avec le Burundi. ok, Et puis, il connaissait même pas le Burundi. Il m'a dit, ah oui, c'est où? Est-ce que vous parlez français? Est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que voilà, oui, des questions basiques. Et je lui ai dit, enfin, je peux te dire tout et n'importe quoi. Il peut te dire tout, mais le meilleur, c'est quand même que tu viennes. Et lui, étant très aventureux, il a dit, let's go. La même année, là, on était en janvier. La même année, en septembre, on était au Burundi en train de faire un proof of concept de cette histoire-là depuis, de votre idée. ouais. Ouais, ok. Et Et c'est par ce ça, proof of Pega. concept, par ce POC, vous avez invité des gens pour assister à ce séminaire-là, à un séminaire. Et c'était quoi exactement comme proof of concept? Alors, la première partie, notre première idée, c'était juste de faire une formation. En gros, euh, nous avons pris un catalogue de cours qu'il avait déjà et nous avons été donner ce cours à des étudiants qu'on a sélectionnés. Ah oui, mais avant ça, on a aussi dû appeler des partenaires au Burundi parce qu'on voulait pas arriver.
On voulait pas arriver et reprendre tout de zéro. Nous, on a contacté l'université burundaise. On leur a demandé de nous fournir donc une salle, d'accepter un enseignant invité. Et, euh, et voilà, nous avons cherché 20 à 30 étudiants pour la première édition. Ok, Beaucoup venaient justement de cette université partenaire qui est l'UMC, l'université de d'ac- Lac Tanganyika. d'accord. Et voilà, nous avons donné un cours sur une semaine, un cours qu'il donnait déjà de base, qu'il maîtrisait, donc ça veut dire des TP, des TD. C'était sûr, à l'époque, c'était Cloud Computing et Big Data. Et ça nous a permis deux choses, en fait, de faire ça. Ça nous a permis de jauger plus ou moins euh, de jauger, on va dire, la facilité avec laquelle les étudiants burundais intègrent ce genre de cours, ben, sur le cloud, sur la Big Data. Oui, C'est quoi la culture au Burundi, où est-ce qu'ils en sont. ok. On visait quand même des gens qui avaient au moins fini la licence. Au Burundi, ça s'appelle le bac 3. Et vous visiez beaucoup plus des étudiants qui avaient fini un cursus en informatique, qui avaient C'est fait ça. un cursus Oui, en voilà, informatique. c'est Ok, quand même vraiment dédié aux informaticiens de formation. Et donc, ça nous a permis de comprendre le besoin, de mieux affiner ce qu'on pouvait vous pouvez. proposer. Euh, Et voilà. Bah, en gros, c'était ça. D'ailleurs, bah, pour savoir ce qu'on a appris à cette première partie, c'est qu'une personne ne suffisait pas. Parce que moi, je donnais pas de cours. Moi, j'étais vraiment dans la coordination. Ok, Et donc, Daniel, mon partenaire, lui, c'est lui qui a donné des cours tout seul, sur une semaine. C'était ok, très intense parce qu'il faisait du 8h, 17h à peu près, sur une semaine. Et on a bien compris qu'une seule personne ne suffisait pas. Et que ça ne servait à rien de faire beaucoup de choses alors que déjà les concepts qu'on amenait étaient plus ou moins nouveaux. Donc on s'est dit bon, on va diminuer la quantité, on va ramener plus de collaborateurs pour aller sur plus de sujets. ok. Et aussi, on a validé aussi l'idée qu'il fallait quand même des gens qui étaient de formation informaticiens, quoi, qui comprenaient les bases. Je vois. Donc ça, c'est la première leçon, disons, de cette première édition que vous avez fait Ouais. avec ton associé Daniel. Mais du coup, si je comprends bien, donc la première édition, elle a été faite à quelle période exactement? C'était en 2023, c'est ça? 23 en septembre 2023. Donc septembre 2023, il y a Daniel et toi qui venez au Burundi, vous organisez toute une édition avec combien d'étudiants? Une trentaine à l'époque. Une trentaine à l'époque. Il y avait un cursus en informatique, donc un bac+3. Mhm. Et vous leur enseignez le big data et le cloud computing. C'est ça, c'est ça. Et ça a duré combien de temps? Si vous avez l'édition, ça a duré combien de temps Alors, exactement? on a fait, c'était 5 jours, plus ou moins, 5 jours. 5 jours. D'accord. Jours et on finit le dernier jour, on faisait une sorte comment on appelle ça, de débat ou en tout cas de discussion pour voilà, refaire le point, voir ce qui est bien, ce qui est nécessaire, si on continue, si ça se tient comme idée. Oui, toujours à but non lucratif et ça l'est toujours d'ailleurs. Et ça l'est toujours. Ok. Donc, vous n'avez pas encore généré des revenus avec ce projet-là. Non, non, bah, alors, ce qu'on Ou fait, bien le concept, c'est vraiment du non lucratif. oui, il y avait peut-être un détail que je voulais préciser. Pour les étudiants, on a toujours fait payer une trentaine de milliers de francs burundais, 30 000, 20 000, des choses comme ça. Mais tout ça, c'était moins pour soutenir le projet que pour s'assurer il soit impliqué. Parce que la première édition, je pense que c'était tout gratuit, tout gratuit. Et on a vu quand même une sorte de décrochage. Ouais, il y avait beaucoup d'étudiants au début, et puis après, ça commence à diminuer de plus en plus. Et même ceux qui étaient présents n'étaient pas forcément impliqués. Alors que quand Mhm. on a commencé à faire payer, c'était vraiment pas énormément, hein, parce qu'on a fait c'est 30 000. Il y avait vraiment plus de participation, du coup, de la part des études. Ok, ok. Donc, comme quoi, parfois, il faut leur faire payer un peu pour se dire qu'il y a vraiment quand même de la valeur qui est C'est transmise. ça. Ok, ok. Et du coup, c'est quoi les leçons que vous avez tirées quand même de cette première édition? À part, bon, bien sûr, le fait que donc il y avait la première leçon dont tu m'as parlé. Mais quelles autres leçons vous avez tirées de cette première édition déjà? Parce que vous êtes parti en mode aveugle, vous ne saviez pas trop comment le marché allait répondre, comment les étudiants ils allaient répondre, surtout sur des sujets un peu complexes comme le cloud computing, le big data.
C'était quoi les leçons et qu'est-ce que vous avez préconisé plus tard? OK. Alors, un 1er constat qui n'est pas forcément une leçon qu'on a eue, enfin moi je l'ai pas eu parce que je connais le Burundi. C'est Daniel qui m'a dit, c'est très bien organisé, le Burundi. En tout cas, l'université du lac Tanganyika est très bien organisée, le Burundi est très bien organisé. Il me disait qu'il avait pas forcément l'habitude de voir ça partout, parce qu'il a été un peu partout, en Afrique. Il me disait qu'il trouvait ça très bien organisé. Ça donc c'était un premier constat et moi ça m'a rassuré déjà. Autre chose qu'on a vu, c'était que alors les niveaux sont très disparates. C'est-à-dire il y a des étudiants avec un niveau donc bachelier mais qui ont des connaissances moins poussées et d'autres qui ont des connaissances très poussées, qui étaient vraiment qui seraient voilà un niveau master de ce qu'on considérait un niveau master d'ici quoi. OK, Qui ont la curiosité mais c'est très divers. C'est pas uniforme, quoi. Sur une promotion de 30 personnes, on avait de tout. OK. Donc je me dis que parfois c'est juste des passionnés qui peut-être, étaient un peu autodidactes et derrière, ils C'est prenaient un peu ça. de l'avance par rapport aux autres, quoi. Voilà. Donc nous, on a gardé ça en tête. On s'est dit, alors, ce n'est pas exclu qu'on va tomber sur des gens très bons avec lesquels probablement on pourra envisager beaucoup d'autres choses, hein, à savoir faire des stages, continuer dans l'école d'ingénieur où enseigne Daniel, là, INP Toulouse d'ailleurs. On s'est dit qu'on pouvait envisager beaucoup de choses. En gros, que c'était une terre d'opportunité et que même si on savait pas exactement ce que ça deviendrait dans 1, 2, 3 ans, ça valait la peine de continuer. Et je pense que D'accord. c'est toujours ça qui nous motive plus. On n'a pas exactement une vision finale du futur, mais c'est plus, il y a des choses à faire. Tant qu'on a l'énergie, ben, on va continuer et il y a des partenaires qui sont très solides. Par exemple, l'ULP, du coup, qui est très, très solide comme partenaire. Donc, on OK. s'est dit, tant qu'on a ces 3 piliers, alors, des opportunités des élèves qui peuvent être très bons, des partenaires solides et nous-mêmes l'énergie, ben, on continue, quoi. OK. Et et hem et en quoi est-ce que les cours que vous dispensez, dans le projet Kwiga s peuvent être, un peu comme des cours spéciaux que l'université elle-même ne peut pas dispenser? Parce que je me dis que le cloud computing, bon, c'est vrai, c'est des concepts un peu, complexes, en informatique, mais je me dis que l'université de la taille de l'université Du heu, lac au Tanganyika. du lac Tanganyika, c'est ça? Je me dis qu'ils peuvent aussi, former les professeurs derrière et former leurs étudiants, quoi. Alors, bah, là, C'est quoi l'élément concurrentiel que vous d'accord. Alors là, je ne vais pas trop avancer parce que je ne maîtrise pas les cursus actuels de l'université. Mais déjà, en me référant sur ce que moi j'ai appris, moi, en France, sur ces dernières années, du coup, quand j'étais à l'université, c'est que bah, à l'université, ça reste théorique. Bon, moi, j'étais à la fac. Des fois, dans les écoles d'ingénieurs, ça peut changer aussi. J'ai l'impression que dans les écoles d'ingénieurs, les cours sont mis à jour souvent moi à la fac. Donc moi, quand j'étais à la fac, je sais que par exemple, on n'a pas vu, j'en sais pas, on n'a pas vu Kubernetes, on n'a pas vu Docker, par exemple, on n'a pas vu ce genre de choses. Et je me dis qu'à plus forte raison, du coup, au Burundi, ça peut être ça, quoi. Ils vont pas se forcer à aller apprendre les nouvelles choses, les choses qui sont utilisées maintenant dans l'industrie. Et sachant du coup que, par exemple, on avait un cours sur Docker, on avait un cours sur Terraform, on avait un cours sur Kubernetes. ouf, On s'est dit, enfin moi, étant dans l'industrie de l'informatique, je sais que c'est des choses qui sont utilisées maintenant, tout le temps. Mais je me suis dit, bah ça c'est carrément pertinent, quoi. On apprend à des gens des concepts et des outils qui sont à utiliser actuellement, je vais dire à l'international, mais au moins en France. Mais je sais que c'est utilisé à l'international. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais après à une taille un peu, disons petite, un peu comme le Burundi, où il y a pas déjà des grandes boîtes, tech, Oui. est-ce que des concepts un peu comme, les concepts de DevOps, est-ce que c'est des concepts vraiment très pertinents pour eux? Bah, je t'avoue que je me pose toujours la Parce question. qu'apprendre à des étudiants comment on utilise Kubernetes ou comment on utilise Docker et tout, OK, c'est bien. Dans ce que tu veux plus tard, évoluer dans en France ou dans d'autres pays beaucoup plus avancés, oui, ça peut être pertinent. Mais au Burundi, je pense que ce qui les intéresse beaucoup plus, c'est le développement web, pour créer des sites, ainsi de suite. Donc, comment est-ce que vous leur donnez quand même la vision
ou bien l'envie d'apprendre ces concepts un peu avancés? Franchement, ta question, top, top. Parce que je t'avoue que euh, plus j'y pense, plus je me rends compte que peut-être qu'on leur donne des choses dont ils n'ont pas besoin. Qu'on leur donne de très beaux outils qui ultimement, ne vont pas leur servir. Moi, ce qui m'attirait aussi dans cette idée-là de ramener ça au Burundi, bon, après, il faut des Oui, étudiants aussi qui aient une vision à très très long terme, c'est, alors, les outils d'abord, parce que le marché de l'informatique est en train de s'ouvrir de plus en plus. C'est-à-dire, c'est vrai. on a des entreprises en France qui vont faire travailler des Indiens, des Marocains, non, des Mauriciens de l'île Maurice. Ouais, Maurice, c'est vrai. Ouais. Euh, et je me dis que, je ne me dis pas, je sais même que je l'avais écrit dans ma lettre de motivation, je suis certain que ça va nous tomber dessus. À un moment, la demande va arriver jusqu'à chez nous. Et si on n'est pas prêt, ben on sera pas prêt. Mais voilà, c'est pour ça que je précisais que il faut enseigner à des gens à avoir des choses dont ils ne savent pas, enfin, qu'ils vont pas forcément utiliser demain ou pas dans Oui, 2 ans, mais si jamais ça se passe, c'est une très oui, grande valeur ajoutée. exactement. Ouais. Bah, après, voilà, c'est un pari. Il y a pas de certitude. Moi, c'est un pari que j'ai envie de jouer. OK. Non, non, bah, je pense que c'est un très beau projet, un projet très ambitieux et je pense que c'est orienté beaucoup plus sur le long terme. Exactement. Parce que je sais qu'il y a, par exemple, au Rwanda, il y a maintenant des entreprises qui sont orientées, cloud maintenant, qui commencent à émerger. Donc je me dis que si un jour, nous aussi, on arrive à cette étape-là, il faudra quand même qu'on soit prêt. Et pour qu'on soit prêt, il faut que nos universités, un peu des projets comme, Kwiga, soient à la hauteur comme ça pour que les étudiants derrière puissent avoir les compétences, les pratiques et théoriques pour pouvoir contrer c'est les défis qu'on aura, c'est sûr. Alors, Et vas-y, oui, vas-y. bon, j'allais poser d'autres questions, mais oui, Au-delà du coup des outils, c'est aussi la connaissance théorique, hein. Moi, enfin moi, ça c'est personnel, du coup c'est très subjectif. Moi, j'ai toujours aimé ce qui est à l'intérieur, ce qui est caché. C'est d'ailleurs pourquoi je me suis tourné vers le DevOps. C'est la partie que personne ne veut, enfin pas personne, mais que peu de gens veulent toucher. C'est la partie le déploiement, ouais, quelle la machine est reliée production, à laquelle, où est-ce que ça tourne. Ça c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et je pense que pour appréhender ce besoin, enfin appréhender, savoir qu'il y a ce besoin-là, qu'il y ait des choses qui tournent en arrière, il faut avoir des bases solides. Et il faut quelqu'un qui sache le faire, qui sache l'enseigner et qui te le dise. C'est pour ça que moi je trouve que l'autre valeur ajoutée, c'est quand même qu'on ramène des professeurs émérites, des gens experts dans ce domaine-là, qui vont euh, éveiller la flamme, hein, la curiosité de savoir qu'est-ce la qui se passe curiosité, ouais, derrière. C'est mon espoir. C'est ce que je veux éveiller sur c'est les gens qui le souhaitent. Donc c'est voilà, éveiller leur curiosité et dès que leur curiosité soit éveillée, se disent ah oui, en plus il y a eu un expert qui est venu me enseigner ça. Ça fait sens que je le sache. Voilà, c'est c'est un peu vrai. dans ce sens-là que je le conçois. OK, OK. Et et du coup, si je comprends bien, le projet Kwiga, c'est un projet où, bon, derrière, il y a des partenaires, il y a, vous dédiez quand même, votre temps à partir au Burundi, à organiser des sessions en physique où il y a une dizaine, vingtaine, trentaine de personnes qui assistent aux sessions. Est-ce que si ce projet parvient à être, un peu, donc ça soit un grand projet où il y a une centaine de personnes qui sont intéressées. Et il n'y a pas un moyen de le rendre beaucoup plus, hem, scalable, disons, en utilisant des solutions beaucoup plus digitales, où vous enseignez peut-être en ligne, je sais Oui. pas? Ou bien Alors, ou bien c'est déjà en place? non, pas du tout. Ce n'est pas en place. Moi, je pense que OK, déjà, est-ce que je me pose la question? Non, pas encore, peut-être. Après, justement, moi, j'ai pas fait de projet avant. J'apprends sur le tas. Plus je le fais, plus je vois les besoins, la nécessité. En fait, moi, je suis une personne qui agit quand j'ai vu un besoin ou quand j'ai compris une nécessité. Et déjà, pour l'instant, vu l'affluence, on va dire, euh, les besoins qu'on a quadrillés, les nouveaux besoins, ne sont pas forcément, ne demandent pas forcément une scalabilité, enfin, ou de l'utilisation de cours en ligne.
ce qu'on, l'objectif qu'on poursuit, c'est, voilà, c'est de construire quelque chose de solide au Burundi. Ce qu'on a trouvé, par contre, c'est que on souhaiterait former des formateurs. Je sais pas si ça va dans le sens de la scalabilité. Les cours qu'on donne, ils sont déjà existants. OK, On pourrait les enseigner, enfin, on pourrait les donner à d'autres personnes pour qu'ils les donnent. OK, Déjà, ça diminuerait le besoin de nous-mêmes nous déplacer ou des choses comme ça. OK. Et ça, je pense que pour moi, c'est plus important que de scaler ou de toucher plus de gens. Moi, je voudrais plutôt une autonomisation. Une autonomisation, OK, je vois. Que ça soit quelque chose qui vive tout seul, que ça ne demande pas qu'il y ait à chaque fois besoin de mêmes experts ou que nous-mêmes on doit se déplacer, mais que ça vive déjà toute l'année tout seul. OK. C'est vrai. Ben, il Mais faut c'est encore là où je assimiler, me il faut ouais, mais c'est là où je me dis que des solutions un peu comme des software as a service, donc les SaaS, peuvent être beaucoup plus pertinents. En mettant en place, par exemple, des LMS, donc des Learning Management System, ou tout simplement vous créez toute une plateforme. Après, vous faites des vidéos un peu thématiques oui, sur du Docker, du Kubernetes, ainsi de suite. Et après, derrière, vous mettez en place un support où, bon, ça peut être soit toi ou bien d'autres membres de ton équipe. Et derrière, les étudiants, ils se connectent sur la plateforme, ils apprennent de manière ciblée, autonome et tout. Ça peut être une solution où tout simplement, vous n'êtes pas sur place, mais derrière, vous avez un impact sur ces étudiants-là. Non, après, ça, c'est juste une idée moi j'écoute, que, j'écoute. ouais, c'est ça. Donc, vous mettez en place tout un système où il y a donc vous enseignez donc j'avoue dans un premier temps ça prend du temps. Ça prend du temps où faut tourner les vidéos, mettre en place tout un ensemble de thèmes et tout, avec des exercices derrière parce que derrière il faut aussi qu'il y ait des exercices. Dans un premier temps ça prend du temps, mais après ça vous libère du temps. Oui, Donc oh oui, même le temps on en a besoin. c'est ça. Parce que c'est vraiment un très bon projet, mais ça va vous prendre énormément du temps pour scaler, c'est sûr. Et c'est ça. Et du coup, là actuellement, vous êtes à la 3e édition, c'est ça? Exact. Alors là, on a fait, du coup, ouais, bon, on a fait 3 éditions. J'avais parlé de la première en 2020. Et en 2024, c'était un peu plus intéressant, je t'avoue. On avait eu trois différents professeurs. Alors l'un de l'INP Toulouse, Daniel, qui est récurrent. Il y avait un autre de l'université de Rennes et une autre personne de l'INP, non, de IMT Atlantique. Bah, d'ailleurs, c'est une université qui est à Nantes aussi. Et en gros, bah, c'est vraiment des pointures dans leur domaine. Et franchement, c'était vraiment intéressant. Moi, je me suis amusé. Eux, je les ai vus s'amuser aussi en train de tester des concepts avec les étudiants. Et en plus, vu que le Burundi, euh, c'est, c'est, euh, a des ressources limitées en termes d'énergie et de connectivité, c'est vraiment challengeant et des fois, ça demandait de la créativité pour donner des cours, pour couper, Ouais, enfin, pour continuer alors que le générateur est tombé en panne, enfin, ou pardon, que voilà. l'électricité soit pas là, mais continuer quand même. Voilà, ça nous a. Je voyais vraiment un vrai engouement à enseigner et à transmettre malgré les difficultés. Et ça aussi, ça m'a rassuré et ça m'a encouragé de continuer. Donc ça, c'était la OK, deuxième édition. Et une chose intéressante qu'on a fait quand même, qu'on a commencé à partir de la deuxième édition, c'était les hackathons. OK. Parce que derrière tout ça, ce qu'on souhaite aussi faire, c'est de voir les étudiants qui sont brillants et qui souhaitent continuer en France. Des fois, ça peut créer des ponts. Par exemple, je sais qu'on a je fais une petite parenthèse. Je sais Bien sûr. qu'on a eu un étudiant qui a pu trouver un stage à l'INP Toulouse grâce à ce programme, donc un stage de fin d'année Oui, qui devrait se passer cette année-là. Donc ça reste aussi un objectif donc quand on fait ça, c'est qu'on puisse voir des étudiants et leur permettre aussi d'aller dans des universités de haut niveau. Mais oui, bref, je reviens donc aux hackathons. Donc les hackathons, ben, on fait faire des
des challenges à des étudiants. Des fois, c'est relié au cloud computing. Donc, la première émission, c'était relié au cloud computing. Faire une sorte de, c'était comment, infrastructure as a service. En gros, Ok, créer un service où ils pouvaient donner la possibilité de créer un conteneur et de l'alimenter depuis une interface qu'ils auraient eux-mêmes développée. ok, Et là, donc là, on a fait ce hackathon-là. Et l'année dernière, le hackathon qu'on a fait était plus général. On a fait 3 thématiques, donc la virtualisation, les jeux vidéo et c'était quoi le dernier? C'était enfin, académique ou scolaire. En gros, il fallait qu'ils développent quelque chose qui aiderait les étudiants du Burundi à avoir accès aux annales, aux questions. Quand, je sais pas si toi, tu as fini tes études au Burundi. non, Pour la fin du lycée, nous, on avait un examen qui s'appelait l'exepa, c'est l'équivalent du bac. Et moi je je sais connais. qu'on parcourait des kilomètres à aller chercher les annales. Ouais, On se les changeait, on se les échangeait, enfin, voilà. ouais, Et donc, autant profiter de la connaissance qu'on a maintenant pour créer quelque chose qui facilite ce genre de, d'échange d'informations. Bref, donc ça c'était la deuxième édition. La troisième édition, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a eu Daniel, on a eu une maîtresse de conférence qui travaille avec Daniel, qui est venue, qui parlait, euh, à la troisième année, on est resté dans les mêmes thématiques quand même. On a fait beaucoup de virtualisation, sauf que on a eu aussi un, un maître de conférence burundais, mais qui travaille en France, mais qui est venu avec nous au Burundi. Et au-delà d'être juste un maître de conférence, il a aussi une entreprise. Il a aussi une entreprise, un outil informatique pour aider la gestion de l'université, ok, que l'université de la Tanganyika utilise en plus. ok, Donc, on a profité de ça pour que les participants puissent se retrouver dans cette histoire. Parce que si c'est lui qui donne un cours, t'as envie d'écouter parce que tu dis, il a quelque chose qui tourne déjà, il sait ce qu'il enseigne et ce qu'il nous dit ne sert pas à rien. En plus que c'est un Burundais, c'est vrai. Ça, c'est un peu un premier pas vers l'autonomisation des Burundais pour les Burundais au lieu de toujours aller vers, oui, des solutions un peu occidentales. exactement. Ouais. Non, je suis totalement d'accord. Je pense que je connais même le Burundais en question. Et Euh, Evariste, Évariste, ouais. Nagami, là. Ouais, effectivement, il fait partie du réseau Tubical. Exact. Et franchement, c'est très bien. Moi, cette initiative, elle est incroyable. Et elle aide beaucoup les Burundais, disons, à acquérir une certaine autonomie de penser et de faire. Et ça, c'est vraiment incroyable, quoi. Et, et du coup, c'est vrai, vous êtes parti apprendre au Burundais. Oui. Mais qu'est-ce que eux vous ont appris? Ok. Généralement, il y a le maître qui va enseigner à l'élève. Mais généralement, parfois, le maître apprend beaucoup plus de l'élève que l'élève du maître. Alors, moi, personnellement, j'essaie de voir. Ah ouais, non, j'ai pas la réponse. C'est pas la... Non, non, j'ai pas. Je vois pas. Ok, laisse-moi un peu peut-être t'aider en Oui, reformulant peut-être ma question d'une manière beaucoup plus pertinente. Euh, en faisant les différentes sessions, vous apprenez par exemple le cloud computing, le big data. Comme tu m'as dit, il y a des étudiants qui étaient beaucoup plus pas plus intelligents, mais qui étaient beaucoup plus perspicaces, disons, lorsque vous leur enseignez le big data, parce qu'ils ont une forme de d'autodidactie, disons. Ils sont un peu autodidactes. Est-ce que ça t'a pas donné un peu donné une vision un peu autre de comment tu voyais les Burundais? Parce que généralement, en fait, la majorité des gens ils se disent ah les Burundais ils sont un peu paresseux, ils sont un peu ça ça ça. Mais quand tu vois un Burundais en fait qui est autodidacte avec le peu de moyens qu'il a, le peu de ressources qu'il a, il va acquérir la connaissance qui est au niveau des pays genre les plus avancés. Est-ce que ça t'a pas éveillé un peu d'une certaine manière? Je sais pas. ah oui, non, mais alors, dans ce Non, sens-là, oui. Dans ce oui. sens-là, et je dirais même plus, ça c'est depuis très longtemps. Je pense que Ok. c'est même ce sentiment-là qui a fait que j'ai commencé à y aller. En gros, j'ai toujours été impressionné par la capacité des Burundais à créer malgré. Je vais rien mettre après le malgré. Et il y a Ouais. beaucoup de, il y a beaucoup de choses. Exact.
Franchement, ça m'a toujours impressionné au point que des fois, je pense que c'était vers 2016 ou 2017, il y a des fois où j'avais envie de revenir au Burundi et juste voilà, d'arrêter l'Occident et de repartir au Burundi et créer. OK. Et d'ailleurs, ça me rappelle, il y avait beaucoup de gens à mon lycée qui faisaient du théâtre. Oui, Et par après, ils ont commencé à aller dans les médias du Burundais, genre du genre Yaga, Jimbele, tout ça. Et je voyais leur évolution et vraiment j'enviais ça. Et c'est en voyant ce genre de personnes, ce genre d'énergie, d'initiative que j'ai dit non mais je peux pas rester ici, il faut qu'on fasse quelque ouais, chose au Burundi pour le Burundi c'est là. vrai. Et non, ça j'ai toujours été conscient que les Burundais sont très brillants. Enfin, il y en a qui sont très brillants Oui, et qui ne faut. Enfin, il y a des gens malheureusement dès qu'ils partent de leur pays, ils se disent tant pis, c'est bon, c'est bon. Il fallait que je parte. Moi, c'était plutôt le contraire. J'ai voulu retourner aussi comme tout le temps, tout le temps. ouais, ouais. Et parce que ouais, non, mais je pense que ah oui, peut-être que là, du coup, ça va répondre à ta question. Plus j'enseignais au Burundi, plus je voyais énormément de potentiel, énormément, et qui avaient juste besoin d'un déclic ou même juste de leur donner une confiance qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont pas appris à avoir. OK, Nous, c'est vrai. on grandit avec la télévision française, on grandit avec la C'est musique vrai. américaine, et puis on ne nous dit pas que le Burundi peut faire. Exactement, exactement. Et je pense que c'est ça. Franchement, je rejoins totalement ton point de vue. On en a même discuté la dernière fois, on s'est vu que, du moins les Africains de manière générale, ils ont la connaissance. C'est juste qu'ils n'ont pas cette confiance en eux qui peuvent eux aussi faire des choses qui peuvent avoir vraiment un grand impact. C'est ça. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Et pour toi, c'est quoi la définition d'un builder qui fait quelque chose qui compte vraiment? Alors, Parce que toi, tu as la déjà construit définition. un projet Ouais. et il marche. Il a eu des résultats. D'ailleurs, on va même revenir sur les résultats que ça a eu sur les 3 éditions. Mais c'est quoi pour toi la définition de quelqu'un qui construit quelque chose qui compte vraiment? Alors, je pense que construire quelque chose, euh, il faut se défaire, ça va être contre-intuitif, il faut se défaire du résultat. Il, je pense que ça vient dans la phase de consolidation ou de scalabilité, de scaling. Mais quand tu veux construire, tu le fais avec une naïveté et limite une bêtise parce que il y a tellement d'inconnus quand on commence. Il y a tellement d'inconnus. Et il faut soit le faire comme un fou et ne pas regarder et ne pas écouter les gens ce qu'ils disent ou ce qui se Oui, passe, oui, ou bien, non, mais non, c'est sûr, il faut vraiment le faire avec une énorme naïveté. oui, c'est vrai. Moi, je pense que la construction, en tout cas, au départ, ça commence avec une naïveté. Ça commence avec Tu as une vision de là où tu voilà. veux aller, te dis, D'autres aussi pourraient l'appeler la foi. Tu te dis, bah, malgré tout, j'avance. C'est vraiment le fait d'avancer. Parce que il y a, il y a, il y a très peu de choses qui auraient pu faire, qui ont fait que je continue après la première année. Mais il y a eu beaucoup d'autres qui ont fait que j'aurais pu arrêter. OK, ça c'est pertinent. Par exemple, moi, quand j'ai fini quand j'ai fini ma première édition et que je suis rentré, c'est là que j'ai appris qu'on allait arrêter ma thèse. Et j'étais, mais Oui, est-ce que ça reste pertinent ce que je suis en train de faire? Est-ce que, est-ce que je continue? Est-ce que je cherche une autre thèse? Et il y avait beaucoup de choses, mais la voix qui me disait continue n'arrêtait pas de crier. Bon, j'ai continué. donc il y avait quand même cette foi derrière, malgré les difficultés, tu t'es dit: «Non, ça c'est un projet que je porte à cœur et je veux le continuer», c'est Oui, ça? c'est ça. Mais en fait, ouais, bah, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la vision qui compte. Il faut à la limite être obsédé par cette vision, quoi. Quand tu es en train de builder. Euh, ouais. Est-ce qu'il y avait un autre Il y a conseil? même Elon Musk qui a dit, je pense que, il y a même pour compléter un peu ce que tu dis, il y a même Elon Musk qui a dit que, pour construire donc quand tu es un peu comme un builder et tout, ouais, c'est limite, il faut être un peu fou. Parce que les difficultés que tu rencontres, les difficultés, ouais, c'est ça que tu rencontres, vont tellement te décourager que il faut que tu sois un peu fou même pour continuer. Non, mais Ouais.
Ouais, c'est vrai. Oui, oui, c'est qui va le Ça, faire. ça me fera plus mal que de perdre de l'argent. Bah ouais, c'est ça. Et tu penses que c'est le projet qui t'a le plus ou t'a le plus investi et que peut-être derrière tu as pas eu un retour sur investissement qui était, intéressant, Mhm. mais que tu devais faire d'une certaine manière Que je continue. Et même d'ailleurs, et pour que te tu continues dire, de faire? même aujourd'hui, les doutes sont énormes. Il y a plein de doutes. Par exemple, tu m'as posé la question de la scalabilité pas chaque matin, mais beaucoup de fois, je me demande, c'est quoi la suite? Je ne sais pas. Mais je sais que je vais repartir. Et c'est vraiment très intéressant. Et tu penses que tu peux construire à part depuis l'Europe pour l'Afrique, donc plus spécifiquement pour le Burundi, sans tomber dans le, heu, paternalisme? C'est très dur. C'est un piège dans lequel je pense être tombé, des fois. De me OK, sentir un peu supérieur, de dire, ben, non, mais ouais, c'est oui, oui, la partie où on dit, le Burundais est paresseux, par exemple. Oh, ça m'est ouais, arrivé de pas de dire, oh, ben non, ils font pas d'efforts. ouais, Et je te dirais que, déjà, il n'y a pas une solution. Et ce qui me sauve, c'est deux choses. Bah, déjà, cette vision. Je sais que je ne le fais pas pour. Même si des fois, donc, je tombe dans le piège, c'est que cette vision qui me ramène, je me dis, non, non, c'est pas pour toi, calme-toi, c'est toi. Donc, et de deux, bah, c'est la prière, bêtement. Parce que dans la prière, bah, je me recentre, on arrête tout ce qui est, comment on appelle ça? Bah, on devient plus humble, ouais. On arrête de se OK, sentir supérieur, et on pense forcément à autrui. Et c'est vraiment ces deux choses qui me permettent de me recentrer et, euh, et de pouvoir continuer sans, sans rester, parce que tomber, je suis déjà tombé, sans rester dans le piège de du paternalisme. oui, je comprends. Mais au-delà de ça, je pense que c'est très dur. C'est très dur de construire de quelque part vers ailleurs, hein. Même dans le monde de l'investissement immobilier, ils te disent, si tu achètes, achète près de toi. N'achète pas Ouais, dans une autre ville. Donc, mais, je pense que c'est pour ça que j'ai investi pas mal quand même aussi sur l'autonomisation, en fait, qu'il ne dépende OK, pas de moi ou de nous. Et où, à la limite, moi aussi, de me déplacer et de rester là-bas, en fait, d'être au plus près de ce que je fais. c'est vrai, c'est vrai. Mais Mais voilà. c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la solution des SaaS. Ça va te permettre de libérer énormément ton temps et derrière de ton temps, tes revenus, tes ressources, disons, et derrière d'avoir même une meilleure efficacité, disons, mais à distance, En tout cas, tu ouais, vois? si c'est quelque chose qui se tient, ouais, franchement, je pense que c'est une idée qui pourrait changer la donne, ouais, sur le projet. Est-ce que tu as des modèles? Tu as des role models, disons? Ah là là là. Des gens qui font de toi une meilleure personne, qui t'inspirent d'une certaine manière que et tu veux être comme eux? Oui, 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 oui. Alors, moi, le modèle qui me parle le plus, c'est un personnage biblique. C'est OK, Moïse. OK, Tu vois, Moïse, il a eu rien. Il a commencé, il était au niveau d'un prince. Après, il a fui, il a été dans le désert. Puis après, il est revenu pour libérer son peuple. Je ne me prétends pas être libérateur de mon peuple. Mais je veux dire, à très moindre mesure, je souhaite inspirer mon peuple, du coup les Burundais. Euh, j'ai eu la chance, je vais faire un parallèle un parallèle qui montre pourquoi moi je m'identifie à lui, c'est que j'ai eu cette chance d'aller étudier en Occident. C'est comme Moïse a eu la chance d'être à la cour du pharaon. Puis oui, après, je suis pas encore allé dans le désert, hein, je suis pas encore, mais je souhaite beaucoup inspirer mon peuple. Je souhaite beaucoup inspirer mes compatriotes à travailler, faire pour eux-mêmes, à, comment dire, l'autodétermination, ça s'appelle, je pense. Donc, à s'autodéterminer, à vraiment être indépendant et à être souverain. Et bon, OK. c'est mon rôle modèle. Moïse, d'accord. Et si tu devais commencer le projet Quig de nouveau, qu'est-ce que tu changerais avec les connaissances que tu as? Franchement, à ce stade-là,
je pense que je ferais la même chose. Je ne vois pas, surtout au départ, je ne vois pas ce que je changerais de plus. Parce qu'en plus, même au départ, moi, ça a été une histoire d'une rencontre, quoi. C'était une chance. Voilà, ben, c'est plus la chance qui a fait, c'est plus la grâce qui a fait que ça se fasse. J'ai pas eu un moment particulier où je me suis lancé. Donc, je sais pas. Je pense que je changerais pas grand-chose. D'accord, OK. Donc pour toi, ce que tu fais, c'est vraiment ce que tu devais faire, Ou ce qu'il est possible de faire. Je le dirais plus ce comme qu'il est ça. possible de faire. OK, je vois. Non, franchement, c'est très, très intéressant et si ton projet Quiga disparaissait dans 10 ans, par exemple, parce que le Burundi n'en a plus besoin, qu'est-ce que tu en penses exactement? Ben, tu vois, des fois même, je pense moi-même à l'arrêter. Non, mais c'est une question intéressante. Ouais, Alors, si ça s'arrête, j'aurais une très grande peine. Parce que voilà, ouais, bah, ça ressemblerait à tomber sur une mine d'or, tu vois. Et de ne pas y avoir accès parce que, je sais pas, parce qu'il y a une restriction sur cette zone-là. ouais, Ça me ferait mal. Mais je pense, non, mais je suis certain que ce que j'ai appris en créant ce projet-là, donc là, la persévérance que ça m'a appris, la consistance que ça m'a appris, il y a des choses même tacites que j'apprends sans le savoir. Je pense que oui, c'est ça que j'ai gagné et je pense que je passerai une très bonne compensation pour l'arrêt du programme. OK C'est-à-dire, si ça s'arrêtait, moi, les choses que j'ai acquis avec ce programme, ça serait déjà énorme pour moi. et tu sais qu'avec un autre projet, avec les leçons, les expériences que tu auras eues, avec un autre type de projet qui a la même vision, disons, Ouais. tu sais que tu l'accomplirais en mieux même. Probablement. En tout cas, en moins de temps, à la limite. Et OK, je vois. Parce qu'effectivement, là, tu étais parti en mode aveugle, tu sais pas trop, dans quoi tu t'embarques, mais tu sais qu'avec ta vision, avec les différents partenariats que tu as, ça peut le faire. C'est ça. C'est plutôt OK, comme ça OK, que je le vois. OK. Et c'est quoi la chose que tu veux que quelqu'un qui découvre Quiga aujourd'hui retienne absolument? Si tu devais vendre, hem, ce projet-là, te dis: «Quiga, c'est ce projet-là qui fait ça, 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 ça». Qu'est-ce que tu veux que les gens qui vont nous écouter retiennent de ce projet-là? Quand j'y pense. Moi, j'ai envie de dire venez en rêve. Parce que moi-même, c'est vraiment un rêve. Ce qui me porte maintenant, c'est le rêve. Tout ce qui vient après, c'est du bonus. Tout ce qui s'accomplit par après, c'est du rêve. Donc moi, c'est venez en rêve. On rêve que le Burundi fait de la recherche. On rêve que le Burundi est un centre qui développe des solutions pour l'Afrique. Venez en rêve. C'est vraiment ça qui me porte. OK, d'accord. Et un message direct aux builders, aux ingénieurs, aux gens de la diaspora qui hésitent encore à faire quelque chose au Burundi, pour l'Afrique de manière générale. Parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Mais c'est commencer. Enfin, c'est j'ai un post-it derrière mon ordinateur, enfin, un sticker qui dit euh, peu importe ton idée, juste commence. Ça dit même commence bordel. C'est vraiment fais le premier pas. Qu'est-ce que tu appelles le premier pas? Est-ce que c'est un appel à un ami qui a fait la même chose? Si c'est pas le premier pas pour toi, fais-le. Est-ce que le premier pas c'est de prendre un avion parce que tu n'y as jamais été et que tu as peur? Ben, prends l'avion. Ouais, Est-ce que le premier pas, c'est d'écrire le projet? Ben, écris-le. Fais la première chose qui, dans ton cœur, dit, je vais vers ma vision. Fais cette première chose. prendre des actions, c'est ça le message, c'est ça? D'accord. En tout cas, merci énormément Dan pour, tous ces conseils, toutes ces ces leçons, de ton projet Quiga. Franchement, c'était un grand plaisir de t'avoir sur cet épisode de podcast Vitalk et en espérant que, d'ici, quelque temps, on aura à se recroiser encore une Ah, ben, fois. j'espère. Ouais, en tout cas, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, merci pour l'invitation. Merci pour les questions, des fois dures, mais très pertinentes. Non, franchement, c'était très très bien déroulé, en tout cas. Ben, c'est mon premier podcast et franchement, c'est une bonne expérience et ben, Oui. j'espère que ça va servir.
Voilà, parce que bah, mon objectif, c'est toujours ouais, d'aider, pour l'instant en tout cas. Donc En tout merci cas, beaucoup, c'est avec un grand plaisir. partagé Vas-y, allez, à tout à l'heure. à toutes.